Et salut à tous les illumineurs, on se retrouve pour la suite des vidéos analyse sur les cartes du chapitre 10. Et aujourd'hui on part sur les cartes émeraude. Et comme vous le voyez sur la miniature, on n'a pas mis une carte très impressionnante, on a mis malin, méchant, vilain, mais vous allez voir que cette carte elle va faire parler d'elle. Et je vous explique tout ça évidemment dans la vidéo. Alors, on est parti du coup directement par la première carte verte de ce set. Balou décidément qui prend la première place un peu partout, hein. Il y a la première carte en c'est un Balou. Première carte émeraude, c'est un Balou. Donc il est présent, hein, le petit Balou. Alors, Balou qui coûte 2, qui est ancrable en 2, 4 qui l'or pour 1. Alors qui n'a pas d'effet, mais une carte qui coûte 2 et qui est en 2, 4, c'est pas si horrible que ça. Les dingues verts, c'est vrai que ça a tendance à généralement vouloir un peu contrôler le board, ne pas spécialement aller lorer dès le début, donc c'est pas dérangeant que ça lore qu'à 1. Donc ça peut être intéressant à voir si ça a de la place dans certains decks. Voilà, on sait que les decks verts, souvent c'est des decks un peu thématiques, on pense notamment au deck chien par exemple, et donc c'est déjà bien rempli de créatures particulières qu'on a besoin pour faire fonctionner le deck. Donc ça peut quand même être intéressant de l'avoir dans certains decks, peut-être avec... j'ai pas encore regardé dans les bleus verts, le deck un peu fort du moment, mais je crois pas que je l'ai vu. Mais dans certains decks, ça peut être intéressant. Voilà, une 2 en 2-4, c'est pas mal. Alors, l'amoureux coûte 1 en 1-3 qu'il aura 1. Alors, de nouveau, je pense qu'on va souvent préférer les cartes avec des effets qui permettent voilà, de tirer, de défausser, comme la Bulane en gris mais en vert. Il y a Bobila. C'est Bobby? Je ne sais plus. Enfin, vous voyez la carte dont je parle, donc je pense pas qu'elle soit spécialement jouée. Qui sait, peut-être à côté, mais je ne pense pas spécialement. Alors, la carte suivante, c'est Flotsam. Alors, Flotsam qui a insaisissable. C'est quand même rare en vert. Qui coûte 3 ancrable en 4-2. Ça peut être intéressant, surtout l'insaisissable. Mais je pense pas que ce sera spécialement joué. Ok, ça tape fort, mais ça tank 4-2. Il y a quand même des cartes qui seront sûrement plus intéressantes que ça pour un coup de 3 ans. Donc à voir, mais ça reste intéressant d'avoir un insaisissable qui tape fort dans le vert. Alors ensuite on a K qui est en 3-2 hors d'atteinte et qui l'aura 2. Alors la carte en soi est pas mauvaise. Le problème c'est qu'on a déjà Philippe qui est exactement la même carte, hein. Philippe, le prince Philippe, qui a 3 aussi, qui est ancrable en 3-2, qui l'aura 2, qui en vaudra 4. Oui, c'est exactement la même carte que Philippe. Et on va le voir plus tard dans la vidéo, ça va, je vais un peu vous l'expliquer, mais Philippe est plus intéressant parce qu'il permet de alter le Philippe qui coûte 9. Donc à choisir, ce sera toujours plus intéressant de jouer le Philippe qui est exactement la même carte. Alors, Zaza, une des cartes intéressantes aussi de ce chapitre. Alors, pas celle-ci, mais plutôt la légendaire. Mais si on joue la légendaire, on va souvent jouer celle-ci pour pouvoir alter la légendaire. Donc, je pense qu'on va l'avoir dans quelques decks. Pardon. On va l'avoir dans quelques decks, la Zaza. Donc voilà, c'est une 1-1-2. Elle met plus un personnage pour ce tour. C'est une carte de T1, voilà, assez classique, mais voilà, c'est surtout l'alter qui va faire que elle serait intéressante à jouer. Alors, Finnick, pareil, donc c'est une 1-2 pour 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 pour choisir un personnage adverse ayant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ça peut être intéressant en late game. Pourquoi? Enfin, en late game, même pas, parce qu'il va plus spécialement y avoir des créatures à 2 que tu vas absolument dégager du board. L'effet, tu vas rarement vouloir le faire en early. T1, tu peux pas. T2, tu peux pas. Enfin, à part dans des decks peut-être qui ancrent assez vite. T3, généralement, tu vas pas user toutes tes ancres juste pour l'invoquer elle.
Donc l'effet coûte quand même assez cher, je trouve. Donc je pense pas qu'on verra souvent cette carte malheureusement dans des decks. Alors ensuite Vladimir qui coûte 6 ancrables en 5-6, qui aura 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Pourquoi pas, si on arrive dans une méta où les objets sont un peu plus joués. Au final, voilà, on a eu le Chromicon qui a un peu monté en popularité grâce au fameux Bruno. Bruno, évidemment, qu'on salue, qui a un peu pris en popularité. Il y a des objets qui sont un peu sympas, même ici dans le chapitre 10. On pense à l'épée d'Hercule, un peu situationnel, mais qui peut être sympa aussi. On pense à l'objet pour les boosts, le sac là, je sais plus le nom. On va le voir, de toute façon, il est vert aussi. Donc, qui sait, si jamais les objets commencent à prendre un peu de place dans la méta, ça peut toujours être intéressant de bannir un objet gratuitement. Surtout que ce personnage, tu vas l'envoyer à l'aventure assez facilement. Hein, il tank bien, à moins que le tour où tu le joues, au tour suivant, ton adversaire ait un Hades ou un truc comme ça. Tu vas savoir sans trop de problème l'envoyer à l'aventure et donc dégager un objet gênant quasi assurément. Alors ensuite, on a Archibald de Gripsou, pas Picsou, qui coûte 4 ancrables en 1-4, qui aura 3. Pas dégueu ça. Et tant que vous avez un personnage ou un lieu en jeu avec une carte sous lui, il gagne hors d'atteinte. Ok, donc de nouveau dans des decks boost, pas lieu, ça n'existe pas trop. Est-ce qu'on veut vraiment hors d'atteinte sur ce personnage? Parce qu'au final, tout l'intérêt de ce personnage, ça reste qu'il va l'aurer à 3, donc on va l'envoyer à l'aventure. Du coup, au final, on va quand même pouvoir venir le taper dans tous les cas. Alors oui, avec hors d'atteinte, t'es sûr de l'aurer un tour à 3 du coup. Vu qu'il n'y a personne qui pourra venir lui mettre un foudroyer ou un truc comme ça, mais c'est pas le meilleur effet. Et elle coûte quand même 4, la carte 4 pour seulement être en 1-4. Je pense pas que ce sera joué, hein. Ça pourrait être fort dans des decks aggro, mais voilà, le vert c'est pas connu pour être dans des decks aggro, donc malheureusement je ne pense pas qu'on la verra beaucoup, le petit Gripsou. Alors, carte suivante. Jetsam. Jetsam qui coûte 7 non ancra, pardon, en 6-6, qu'il aura 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, vous choisissez un personnage adverse avec au moins un dommage et vous lui infligez 3 dommages. Très situationnel. Il faut quand même avoir déjà mis un dommage sur le personnage adverse pour encore lui infliger 3 de dégâts. On ne saura pas toujours spécialement aller taper un personnage adverse pour lui mettre ce fameux dégât. 7-6-6 qu'il aura 2, sinon ça c'est pas déconnant, hein, donc pourrait être intéressant dans certaines situations, mais pas non plus. Ça peut être intéressant dans des decks. Je sais pas s'il y aura des decks verts, violets, avec le chat de Cheshire qui peut déplacer des dégâts. Ou des decks verts, rouges peut-être, pareil, qui pourront un peu aller taper, déplacer des dégâts aussi. À ce moment-là, peut-être que ça pourrait être intéressant de la jouer. Mais sinon, je ne vois pas spécialement cette carte très utile dans d'autres decks. Alors, la main froide, une 5 ancrable en 6-5 qu'il aura 2. C'est pas déconnant, hein, c'est un bon contrôle de board, ça l'or quand même à 2. 5 en 6-5 et ancrable, c'est une bonne carte. Elle n'a pas d'effet, voilà, c'est toujours le problème, les cartes sans effet. On va souvent quand même préférer une carte qui va... J'invente par exemple une 5 en 4-4 ou en 4-5, donc un peu moins puissante et même qu'il aura 1, mais qui a un effet qui peut vraiment te permettre d'être versatile en fait. Parce que les cartes avec des effets, ça permet vraiment d'avoir des options supplémentaires, de se dire ok, là je peux soit activer cet effet là, soit activer cet effet là, autre que juste se dire je mets une grosse créature sur mon board et puis on va essayer de taper, on va essayer de faire des trucs. Donc toujours le problème des cartes sans effet, mais sinon elle peut être quand même intéressante. Elle est pas mal.
Alors on a un deuxième cas. Dommage qu'il n'a pas alter celui-là. Il aurait pu être très sympa du coup avec le cas qui est pareil que Philippe. Il aurait pu être très sympa si c'est une 7 ancrable en 6-7 avec insaisissable et qu'il aura 3. Je trouve que c'est quand même une très bonne carte. Moi j'aime assez bien la carte. Seul truc qui manque ce sera un alter, je pense. Alter 5 peut-être ou 6. Pour la jouer sur le cas qu'on avait précédemment. Et vu qu'il avait hors d'atteinte, on est quasi sûr de pouvoir aller l'alter. Donc je pense que ça aurait été bien plus fort si on avait une possibilité de la jouer comme ça. Parce que là il faut quand même aller la sortir quoi. Il faut quand même aller la sortir, sachant que quand tu arrives à 7 de l'or, à 7 d'encre, ton adversaire y est aussi, et donc il peut te gérer ton cas avec des Hades, des trucs comme ça. Donc je peut être intéressant dans certains decks, mais pas exceptionnel non plus quoi. Alors, Emily frappe. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche sous l'un de votre personnage ayant boost. Ça, c'est super intéressant dans les decks boost. Une 2 en 2-2. Voilà, qui te permet de mettre une carte en dessous d'un personnage boost gratuitement. De nouveau, à voir s'il va y avoir des decks boost. Faudra un peu voir la méta, voir ce qui va se faire. Mais je sais pas ce qu'il y a par exemple dans le vert. Et de toute façon, on peut le jouer avec une autre couleur. Mais on pense par exemple au Simba Ambre là, qui a un boost 3 je crois. Bah, c'est super intéressant de jouer cette carte. T'as un perso sur le terrain et t'économises un boost 3 que tu peux faire gratuitement. Je pense que ça peut être très fort si les decks boost ont une petite place dans la méta. Alors, bah en parlant de boost, voilà la première boost. Là, ce serait moins intéressant du coup. Enfin, quoique, c'est quand même un boost 2, hein, Flint. Donc, en soi, ça peut être intéressant de Flint T1, Emily T2. Et du coup, tu peux boost gratuitement le Flint derrière, qui se retrouve, et tu te retrouves du coup sur le terrain avec une carte en 3-2 qui aura 2, et la Emily en 2-2. Donc, ça reste un early pas dégueu. Donc pourquoi pas, de nouveau, à voir si les decks boost seront joués. Alors, Bellwether, 4 en 3-3 qui aura 2, et lorsque ce personnage est défié et banni, placez un dommage sur chaque personnage adverse. C'est pas déconnant en vrai, hein. C'est pas déconnant, on va... Il faut qu'elle soit défiée quand même et bannie, hein. C'est juste ça le problème. Si c'était juste lorsque ce personnage est banni, là ce serait vraiment très fort parce que ça permettrait même de remplacer la carte malin, méchant, vilain. Enfin, de la remplacer, elle serait quand même dans le deck, mais voilà, on la tire pas toujours. Donc si on l'a pas en main, bah, celle-là pourrait être une autre alternative. Mais il faut que ce personnage soit défié, donc c'est pas nous qui devons défier et banni. Donc pas sûr que l'adversaire laisse l'effet s'activer si facilement. Alors, Flagada Jones, 4 en 4-4, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un lieu et le bannir. Bah, typiquement, ça sert pas à grand chose, hein, sachant que les lieux sont assez mauvais. C'est pas très utile comme effet. Ça peut arriver qu'un deck joue des lieux, mais très situationnel quand même. Donc on va préférer d'autres cartes, évidemment. Quand on voit qu'il y a des 3 en 4-4 qu'il aura un aussi, et qui n'ont pas d'effet, au final, lui, c'est un peu comme s'il n'avait pas d'effet, tellement c'est situationnel. Alors, Pénombre. Pénombre qui coûte 5 en 7-6 et qui aura 2. Alors ça, c'est quand même très fort. Alors c'est non ancrable, hein, évidemment. Donc ça pourrait être joué. Ça reste un très bon perso. Ça l'aura 2 en 7-6. Avoir ça va aussi dépendre du nombre de non ancrables qu'on a déjà dans le deck qu'on veut jouer en vert. Mais voilà, si on veut un truc qui bourrine un peu, qui lore bien aussi et qui coûte pas si cher que ça, ça peut être une bonne option. Donc à suivre. Pénombre, il peut être intéressant. Alors, un Balou en Alter 3, donc qui se jouerait avec le Balou qu'on a vu au tout début, qui coûtait 2, je pense. 1 ou 2, je crois que c'était 2.
Donc Alter 3, et lorsque vous jouez ce personnage, chaque joueur pioche une carte, chaque joueur défausse une carte. Ça peut être sympa dans les decks. Ça peut être sympa dans les decks Clarabelle. Je pense qu'on va rarement faire défausser des cartes parce que bah, du coup ça veut dire qu'on se défausse d'une carte aussi. Mais faire piocher une carte à l'adversaire dans les decks Clarabelle, c'est pas très gênant. Donc après on a déjà beaucoup de moyens de faire piocher des cartes dans les decks verts. Hein. On pense à la chanson, je crois que c'est Pour les hommes, avec le Maui, qui permet de dégager un personnage adverse et de faire piocher 2 cartes. Donc je pense que ça reste quand même très situationnel, puisqu'il faut quand même savoir l'alter, sinon c'est moins intéressant. Ça fait piocher qu'une carte, ou l'autre en fait piocher 2, et ça coûte que 3, ça te bannit un personnage adverse, donc pourrait être vu, mais je ne pense pas. Je pense pas, même si son effet reste intéressant. Alors, suivant, Megara. Megara, très très belle carte. Moi j'adore, déjà j'adore le personnage Megara de base, mais alors la carte je la trouve très belle aussi. Alors, 3 en 3-4 deck. Boost 1 seulement, et tant qu'il y a une carte sous lui, ça gagne 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire défausse une carte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 3 en 3-4, c'est déjà quand même une carte intéressante. Hein. C'est pas la meilleure, mais voilà. Mais ça peut l'aura 2 au final. Et si ton adversaire n'a pas de quoi venir te la... te la dégager avec une chanson ou quoi, il faut quand même venir taper. Du coup, tu dois défausser une carte. Sachant qu'elle est à 4, donc il faut quand même savoir la taper d'un coup pour pas défausser plus d'une carte. Pourrait être vu. Pourrait être vu, je pense, dans certains decks. L'effet est quand même intéressant. T'as quand même du lore assez gratuit. Et l'adversaire va être obligé de venir te la chercher. Pour pas que tu commences à l'orer trop vite. Et s'il vient te la chercher en dehors d'une chanson ou quoi, il va devoir défausser une carte. Donc situationnel, mais pourrait être vu. Alors, Goldie Ogilt, une 3 en 3-4. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte lieu de votre choix. De nouveau, carte lieu, pas très très jouée, donc pas très utile comme effet. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un joueur et placer une carte lieu de sa défausse sous sa pioche. De nouveau, cette carte-là serait très forte si d'un coup les lieux deviennent très forts. Et qu'ils sont partout. Malheureusement, je crois pas que ça arrivera spécialement. Donc cette carte, on ne la verra pas du tout, je pense. Elle est pas très intéressante. Alors, la première légendaire de ce chapitre en émeraude, c'est le Sherkan. Alors, le Sherkan qui a insaisissable, qui coûte 6 non ancrable en 5-4, qu'il aura 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse avec au moins un dommage et bannissez-le. Ensuite, vous pouvez choisir un autre personnage et placer un dommage sur lui. Ok, ça c'est assez fort. Ça c'est quand même... C'est pas la meilleure légendaire, clairement. C'est pas des Démona, des Hades, des Cendrillon ou quoi. Mais il y a quand même un petit truc. C'est quand même insaisissable. Donc il faut déjà avoir de quoi aller la chercher, cette carte. Parce qu'il faut soit de la saisissable pour aller la taper, soit avoir une chanson ou quoi pour aller le dégager. Mais surtout, tu fais plein de trucs avec son effet. Parce que c'est quand c'est envoyé à l'aventure. Donc c'est-à-dire que tu vas gagner 2 de l'or. Tu vas pouvoir bannir un personnage adverse avec un dommage sur lui. Et en plus, tu vas pouvoir replacer un dommage sur un autre personnage pour refaire son effet au tour suivant s'il est toujours sur le terrain. Ou alors juste tuer un personnage qui n'a qu'un seul point de vie. C'est assez fort. Tu fais beaucoup de choses. Et surtout que tu l'ores quand même en plus en même temps, en plus de l'effet. Je pense que ça aurait été un peu moins fort si c'était juste coucher cette carte et faites l'effet. Là, tu pars à l'aventure, donc tu vas l'orer en même temps. Donc, ouais, assez intéressant cette carte. Je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'elle sera quand même vue dans quelques decks verts. Je pense que elle peut être très intéressante.
pas la meilleure légendaire clairement, mais elle peut, pour les decks mal préparés qui ont pas de quoi aller la chercher facilement, elle peut aller te péter 2-3 persos assez vite, plus l'aurer en même temps, donc ça peut faire mal. Alors, Balthazar Picsou, une 2 non ancrable en 0-2, ok, qui aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, piochez une carte puis défaussez en une, ça c'est toujours apprécié cet effet-là. On aime bien avoir cet effet-là sur les cartes des T1, T2. Et chaque fois que ce personnage est défié, renvoyez cette carte dans votre main. Aucun dommage n'est infligé lors de ce défi. C'est quand même assez fort. Hein. C'est quand même assez fort. Ok, c'est non ancrable, mais ça veut dire que tu peux la jouer. Tu vas pouvoir piocher, défausser. Comme je le dis, c'est toujours apprécié. Tu vas l'aurer à 2. Et si après ton adversaire vient pour te le péter, tu le récupères en main et tu peux le rejouer. Donc tu vas pouvoir réactiver son effet de tirer, défausser. Plus, ça, en fait, ça va boucler. Et le seul moyen que ça boucle plus, c'est de venir le chercher avec une chanson, une action, un allumer les mèches ou quoi. Mais voilà, allumer les mèches, ça a quand même d'être moins présent dans les decks que je joue actuellement. Et t'as pas spécialement envie d'utiliser, par exemple, voilà, si tu joues du gris, t'as pas envie d'utiliser un foudroyer juste pour cette carte, par exemple. Donc ça peut être intéressant, ça peut boucler assez longtemps avant que l'adversaire ait vraiment de quoi le dégager un peu gratuitement. Voilà, par exemple, il faudra attendre un sous l'océan qui coûte 7 ou des Hades qui coûtent 7 pour le bannir. Et encore, souvent, tu vas préférer aller bannir autre chose, un truc un peu plus vénère. Donc, je pense que cette carte a quand même pas mal de potentiel. Hein. Je pense qu'on va la voir dans quelques decks. Je pense qu'elle est très très intéressante. L'effet, en tout cas, est très chouette. Alors, Aquila. 3 en 2, 5. Et pour 1, ce personnage gagne 1 pour le reste de ce tour. Pourquoi pas? Ça reste un personnage qui tape quand même à 2, ce qui n'est pas dégueu. Et en cas de besoin, tu peux toujours la mettre à 3-5. Pour une carte à 3, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Ça permet d'avoir un bon contrôle de board. Donc, qui sait qu'on la voit dans quelques decks. Après, le problème, c'est qu'en vert, il y a beaucoup de T3 intéressants. Hein, donc à voir, t'as quand même des Clarabelle, des trucs comme ça. Donc je sais pas si ça aura sa place, mais ça peut être intéressant. Alors, carte suivante. Ah, voilà notre champion émeraude. Alors, c'est un goal qui est non ancrable. Ça, c'est quand même dur. En 3-5 pour 5, c'est pas beaucoup non plus. Et alors, les effets. Chaque fois que l'un de vos autres personnages émeraude est défié et banni, bannissez le personnage l'ayant défié. Ok, c'est un effet Chromicon un peu... c'est un effet Chromicon, mais où t'as pas le choix. Donc, c'est quand même moins fort que Chromicon, je trouve. Mais vos autres personnages gagnent hors d'atteinte. En fait, non, il n'est pas inclus dedans, c'est le problème. C'est-à-dire, si jamais le dingo chopait hors d'atteinte aussi, je pense que ça aurait été très très fort. Parce que du coup, tu aurais été obligé de défier pour péter le dingo et les autres personnages. Et à chaque fois, tu pouvais bannir le personnage qui le bannissait. Mais ici, vu que dingo chope pas hors d'atteinte, en fait, il faut juste tu gères le dingo. Et puis... Et parce que même son premier effet, c'est quand un de vos autres personnages émeraude est défié et banni. Donc même sur le dingo, tu vas pas bannir le personnage adverse. Donc oui, c'est intéressant. L'effet est vraiment intéressant. Mais si tu pars à l'aventure, ton adversaire va évidemment gérer le dingo en premier. Et même si tu pars pas à l'aventure, il suffit qu'il ait de quoi dégager le dingo pour que du coup ça t'ait plus l'effet sur toutes tes autres cartes émeraudes. Voilà, je pense qu'un Chromicon est plus intéressant ici. Dans le sens ça coûte 3, c'est non ancrable aussi, mais au moins là, avec le Chromicon, tu peux déjà choisir le personnage que tu veux renvoyer dans ta main. C'est-à-dire que tu peux renvoyer tes propres
tes propres personnages, pardon, par exemple avec un doc, hein, on l'a bien vu, que ça marchait très bien à Bologne. Donc voilà. Il est intéressant, on pourrait le voir un petit peu, mais je pense pas que ce soit le meilleur champion qu'on ait vu. Alors, Petit Jean, 6 non ancrables, qui a 4-5, il aura 3. Et chaque fois qu'une carte est placée sous ce personnage, redressez-le. Ok, redressez-le, mais ça ne dit pas ne peut plus partir à l'aventure, ne peut plus... Alors, ça, pour moi, c'est une carte très très forte. Alors, il faut rester... C'est très fort, mais ça reste compliqué à sortir. Je m'explique. Voilà, le coup de 6, ce qui est pas dégueu, ça a un bon coup déjà, 6. C'est non ancrable. Donc 6 non ancrable. Quand c'est une chanson, ça va parce que tu pourras assez vite la chanter. Voilà, on pense à des Sous l'océan, des Beyond the Horizon, je ne sais plus parler anglais, qui sont non ancrables, mais qui ont à l'unisson, donc qui peuvent être chantés facilement. Ici, ouais, Petit Jean, tu l'as dans ta main en début de game, t'es pas très content, quoi. Donc premier problème. 6 en 4-5, c'est ok, mais on a mieux quand même. Mais par contre, son effet boost est très fort, hein. Parce que imaginez, vous savez, voilà, fin de game, on peut très vite arriver à 8-9 d'encre, on va dire 9 d'encre, comme ça mon exemple sera assez vénère. Tu as 9 d'encre, tu joues ce tour-ci, premier tour Petit Jean, 6 d'encre, les 3 qui te restent, tu fais ce que tu veux. Tour suivant, tu peux partir à l'aventure, donc tu prends 3 de l'or. Boost, partir à l'aventure, 6 de l'or. Boost, partir à l'aventure, 9 de l'or. Boost, partir à l'aventure, 12 de l'or. Tu peux prendre 12 de l'or sur un tour. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, je pense que c'est un truc qu'un adversaire ne verra pas spécialement arriver. Enfin, si la carte est jouée, que voilà, ils vont s'y faire. Mais je trouve ça énorme. Bah, dans un deck... j'ai vu pas... Bah, voilà, on va en parler tout de suite, comme ça c'est dit. Un deck qui va être très très fort dans la méta, qui va sûrement être le deck le plus joué, c'est le deck bleu-vert. Quand j'ai regardé les decks bleu-vert, j'ai pas l'impression de l'avoir vu dedans. Mais pourtant, littéralement, un deck qui ancre très vite. Voilà, avec bleu-vert, tu vas quand même très vite te retrouver à 8, 9, 10 d'encre. Waouh. Si je vous dis, si tu arrives à avoir 9 d'encre, tu le joues. Si ton adversaire n'a pas de quoi dégager ce perso au tour suivant, au tour d'après, tu prends 12 d'encre. C'est énorme. C'est vraiment très fort. Et c'est le genre de truc qui peut même très, très fort en late game. Imagine, voilà, t'as pas eu de chance, t'as pas eu trop de pioches, t'as plus qu'une carte en main ou même 0 et chaque tour c'est juste tu pioches une carte, tu vois ce que t'espères choper un truc de fou. Ah bah, fin de game, tu mets ça sur le terrain, t'en as rien à foutre de ce que tu tires au tour suivant, hein. Tu vas quest, boost, quest, boost, quest, boost. Ah non, c'est une fois durant le tour. Ah, c'est une fois durant le tour. Non, j'ai été débile là. J'étais un peu trop à fond dedans là. Alors, du coup, moins intéressant, mais avec les bons objets, les bons effets, peut quand même être très fort, hein. On a vu des persos qui peuvent mettre des cartes gratuitement en dessous. On a l'objet, le sac là, qui permet de mettre aussi gratuitement. Ça peut limite se faire en payant moins cher, hein. Mais c'est juste que là, il faudra les cartes en main. C'est pas juste il faut de l'encre. Parce que de nouveau, tu mets ton perso à 6. Voilà, tour suivant, tu questes à 3. Tu mets un perso qui permet de mettre une carte gratuitement, tu relores à 3. Tu mets ton objet qui permet de mettre une carte, tu relores à 3. Ça peut quand même être très fort. C'est juste qu'à ce moment-là, il faut avoir toutes les cartes en même temps en main.
ou comme je le disais au début, ça dépend juste du lore. Ouais, petite méprise de ma part. Moins fort du coup, beaucoup moins fort, mais avec un bon setup de cartes, tu peux lore à 10, limite en un tour, quoi. Donc intéressant. Mais désolé pour la méprise, j'avais mal lu la carte. Alors, la Zaza, très intéressante aussi. La Zaza très intéressante aussi, Alter 2, c'est-à-dire que tu peux la jouer T2, hein, si t'as la Zaza qu'on a vu tout à l'heure qui est une TA. Alors la Zaza très intéressante, déjà la hors d'atteinte, donc elle pourra seulement être défiée pour la dégager. Sauf que T2 pour aller taper 4, il n'y en a pas beaucoup qui vont savoir faire ça, donc elle est quand même assurée de savoir quest un tour ou deux. Et c'est surtout son effet qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que ce personnage va quest, si ton adversaire a plus de cartes dans sa réserve que toi, et ben tu peux juste placer la carte du dessus de ta pioche dans ta réserve, ce qui est très fort. Ce qui peut être très fort dans des decks, et ben justement, où, ce qui peut être très fort dans des decks justement qui lore moins vite que l'adversaire. Comme je le disais, on a bleu-vert qui va être très intéressant dans la méta et qui va lorer assez vite comme tous les decks bleus. Bah, si toi par exemple tu joues un vert jaune, un vert gris, ça peut être très intéressant de l'avoir pour suivre le lore du coup du deck bleu et généralement le deck adverse va mettre 1 ou 2 tours, voire même 3 avant de savoir vraiment tuer la Zaza assez facilement. Donc on va l'avoir souvent la Zaza, je pense. On va l'avoir souvent dans les decks. Donc affaire à suivre pour la Zaza. D'ailleurs, il faudrait que je change le prix de ma Zaza. J'ai vu que là, elle était à 18 €. Moi, je l'ai essayé de la vendre en foil à 19 €. Donc, je pense qu'en foil, maintenant, elle sera un peu plus chère. Alors, on arrive aux actions. Alors, tant pis. Chacun de vos personnages gagne +1 pour le reste de ce tour. Et vous pouvez choisir un objet et le bannir. Ça, je pense pas que ce sera joué de nouveau, à part si on arrive dans une méta. Si on arrive dans une méta où il y a pas mal d'objets. Mais je pense pas non plus. Mais voilà, ça reste intéressant. Ça coûte que 2, c'est non ancrable. Donc, si tu veux une manière de gérer les objets, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ensuite, et confiance. Alors, une chanson qui coûte 6, qui n'a pas l'unisson. Alors, chaque personnage adverse subit -1 de l'or jusqu'au début de votre prochain tour, ou chaque adversaire défausse 2 cartes. Je pense pas que cette carte sera spécialement vue. Ça pourrait, hein, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il y a des cartes beaucoup plus intéressantes parce que la défausse de 2 cartes, c'est chouette, mais on a le... J'ai oublié le nom de cette carte, mais il y a une carte verte qui coûte 8, je crois, non ancrable, qui est une chance... Ah non, qui est peut-être une action en fait. Et qui coûte 8 et qui permet de défausser toute la main de l'adversaire. Donc qui est quand même plus intéressante, sauf si c'est qu'une action. C'est vrai que ça peut être quand même plus intéressant d'avoir une chanson, même si défausser que 2 cartes. Ça reste fort, mais voilà. Et l'effet sur le lore situationnel, quoi. Ça peut être intéressant si t'es un peu dans la merde pour gagner un tour ou quoi. Mais c'est quand même rare les cartes qui jouent sur le lore qui sont forts. Donc sera peut-être vu vite fait dans quelques decks, mais je pense pas énormément. Mais peut-être quand même un peu. Je pense qu'on en verra quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, Croc, choisissez un personnage ayant moins dommage et infligez-lui 2 dommages. Alors ça coûte 1, c'est ancrable, mais de nouveau, il faut qu'il y ait un dommage sur l'adversaire, alors qu'il y a d'autres combos beaucoup plus forts, donc je ne pense pas que ce sera joué. Je ne pense pas que ce sera joué, contrairement à cette carte. Cette carte, c'est c'est une dinguerie. Alors à première vue, elle paye pas de mine. Hein, première vue, elle paye pas de mine, on se dit ouais, elle coûte quand même 3. Placer un dommage sur chaque personnage adverse, pas si fort que ça, hein. Un seul dommage, voilà, c'est ok, mais c'est pas ouf, mais ça se combine très bien avec beaucoup de cartes. On a vu par exemple le Sherkan, le Sherkan légendaire, ça se combine très bien avec ça, mais surtout ça se combine très
très bien avec le prince Philippe Alter 6 qui dit que quand il entre sur le terrain, il bannit tous les personnages qui ont un dommage sur lui. Et c'est ça qui rend ce fameux deck bleu-vert très 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 fort, c'est que tu bannis littéralement tout le board gratuitement. Et il n'y a aucun contre. Mais littéralement aucun contre. Par exemple, un sous l'océan, ça a quand même des conditions. C'est les persos qui coûtent 3 ou moins ou qui ont 3 ou moins de puissance, je sais plus, mais en gros, il y a une condition. Ici, avec cette carte-là, il n'y a plus de conditions. Tu peux avoir le perso le plus pété sur le terrain, tu vas bannir tout le board adverse. Tu peux avoir le Mickey là en 10-10, guérilla de je ne sais plus quel chapitre. Tu vas mettre un dommage, tu sors ton Philippe, ça clean le board adverse. Et en fait, il n'y a pas de compte parce que vu que c'est pas des cartes ciblées, même les persos hors d'atteinte prennent les dégâts. Les persos hors d'atteinte prennent le dégât et prennent l'effet de Philippe vu qu'il n'y a pas de ciblage. Donc il y a vraiment pas de contre à ça pour le moment. Donc avoir un peu... Moi j'ai pensé à une idée de contre. Je pense que j'ai un deck qui peut marcher contre bleu-vert. J'en parlerai peut-être dans une vidéo. Le seul problème, c'est que c'est fort que contre bleu-vert et contre vite fait un ou deux autres decks. C'est assez nul contre certains autres decks. Donc, c'est pas l'idéal quand même. Mais voilà, parce qu'en gros, ici, le combo à faire, il faut 6 de l'or, littéralement. C'est pendant que tu joues, tu mets ton Philippe sur le terrain qui a hors d'atteinte et qui coûte 3, donc il peut chanter la chanson. Et en fait, T6 ou quand tu as 6 d'encre, tu peux littéralement, si tu as ton Philippe sur le terrain, tu chantes la chanson avec Philippe, et pour 6, tu altères le Philippe qui vaut 9, et tu bannis le board adverse. Donc c'est super fort. Sachant qu'on a, voilà, par exemple, on a simplement un Hades bleu qui coûte 7, qui est non ancrable, qui permet de bannir un seul personnage. Là, T6. Si tu as eu ton Philippe, si tu as tes deux Philippe en main et que tu as joué ton autre Philippe jusqu'à arriver au T6 et que tu as ces deux autres cartes en main, tu peux littéralement clean le board adverse. Il peut avoir 10 personnages sur son board, l'adversaire. Tu vas clean tout le board adverse en un tour à partir du moment où tu as 6 d'encre. Donc c'est très fort et c'est pour ça que le deck bleu-vert est jouable dans d'autres decks aussi, c'est parce que bleu-vert c'est le plus fort de tous, mais ça peut très bien, on peut très bien mettre ça dans des decks chiens même, on rajoute 3 cartes, ça peut se faire sans trop de soucis, ou même dans des gris verts. Enfin, en gros je pense que de toute façon dès qu'il va y avoir un deck vert dans cette méta pour le moment, on va être sûr de retrouver le Prince Philippe qui coûte 3 hors d'atteinte, le Prince Philippe 9 Alter 6 et Malin Méchant Vilain. Ce sera vraiment le fer de lance de beaucoup de decks verts, tellement c'est fort ce combo. Donc voilà, clairement la carte sera bien méchamment jouée, hein, ça c'est sûr et certain, en plus des Philippe. Donc si vous dropez ces cartes dans vos boosters, gardez-les bien. Si vous voulez jouer vert, il vous les faudra. Ça, c'est sûr et certain. Alors, la potion de malice. Alors, elle coûte 3 non ancrables. Pour 1, on peut choisir un personnage et placer un hommage sur lui. Pareil, ça se combotte avec quelques persos. Et on peut bannir cet objet. Chaque personnage adverse avec au moins un dommage sur lui, un combattant. C'est intéressant, mais c'est lent et c'est non ancrable. C'est peut être joué dans certains decks. Je pense pas qu'à long terme ça va être joué. Je pense que ça va quand même être peut-être un peu testé, possible, mais très situationnel quand même. Ok, ça se combotte avec des trucs, mais voilà, clairement, pourquoi jouer ça quand tu peux avoir si le site bien, quand tu peux avoir ça en fait. Ça coûte la même chose, ça coûte 3. Ici c'est ancrable. Là tu places un dégât sur tout. Là il faut placer un dégât et puis tu peux mettre combattant, mais en soi c'est, je trouve ça très lent quoi. Donc peut-être vu de temps en temps, mais pas plus que ça quoi. Alors la carte indéchiffrable, elle coûte 3.
3. Et pour 1, on peut choisir un personnage adverse qui subit moins 1 de l'or. Ouais, c'est pas intéressant, hein, on s'en fout un petit peu. On n'a pas spécialement envie de payer 4 pour que l'adversaire ait moins 1 de l'or sur un tour. Ça vaut pas le coup. Clairement, ça vaut pas le coup. Alors, invocateur d'encre mystérieux, 2 non ancrables. Si vous avez joué 2 cartes ou plus ce tour-ci, gagnez un éclat de l'or. Ça fait du lore passif assez facilement, mais de nouveau, c'est non ancrable. Au mieux, tu gagnes un éclat de l'or par tour, du coup, parce que tu peux pas le faire plusieurs fois. Donc ouais, c'est pas super intéressant non plus, quoi. Je pense pas qu'on verra cette carte. Je ne pense pas qu'on verra cette carte beaucoup jouer. Et voilà, c'est ça le, le sac dont je vous parle depuis tantôt, c'est la cornemuse. Tiens, attendez, on m'a coupé ma musique. Hop. Désolé. Hop. Alors, la cornemuse, de nouveau, super intéressant dans les deck boosts. Super intéressant avec le fameux petit gros Jean là. Petit Jean. C'est Petit Jean ou c'est Gros Jean? Je crois que c'est Petit Jean. Je ne sais plus, mais de nouveau, oui, c'est lorsque vous jouez cet objet, on peut placer une carte boost gratuitement pour 2. Bah voilà, avec Petit Jean qui a un boost 3, bah c'est juste gratuit en fait. Au lieu de faire un boost 3, tu mets 2, tu mets gratuitement. Et en plus, après, à chaque fois que l'un des personnages avec une carte sur lui est défiée, on gagne un éclat de l'or. Donc bah, c'est sympa, ça fait du lore un peu passif. Ça met du boost gratuitement, donc ça peut être sympa de nouveau dans les deck boost. Je pense qu'on pourra la voir un petit peu cette carte si les deck boosts sont là. Et alors on a un lieu qui gagne plus 1 pour chaque personnage sur lui. Oui, c'est un lieu. Hein. Après, en soi, moi je trouve que ce lieu il est pas si dégueu. Parce qu'en fait, il a quand même 7 points de vie. Donc on le tombe pas très facilement ce lieu. Il coûte seulement 2. Et pour 1, tu peux déplacer des personnages. En late game, un deck un peu vert contrôle qui a 5-6 personnages sur le board. Bah pour... tu tapes ton lieu, tu bougerais même 3-4 personnages dessus si t'as rien d'autre à jouer. Évidemment, si t'as autre chose à jouer, c'est toujours plus intéressant de jouer autre chose. Et si t'as rien d'autre à jouer, tu places tes personnages là-dessus. Le lieu au tour suivant, il te donne 5 de l'or par exemple. Ouais, t'es content, hein. Donc ton adversaire, soit il doit d'abord te gérer ton lieu, mais voilà, il faut quand même lui mettre 7 de dégâts. Soit il doit gérer tes persos évidemment, mais si tes persos ils sont redressés ou quoi, bah compliqué. Donc il y a une tech, hein, je trouve, avec ce petit lieu. Moi je le trouve. Moi j'aime bien les lieux en plus, hein, donc je sais que les lieux c'est nul, mais j'aime assez bien les cartes lieux. Mais honnêtement, je trouve quand même intéressant ce lieu. Je le trouve pas si dégueu que ça. Et on en a fini du coup avec les cartes émeraude pour aujourd'hui. Et on aura vu des cartes très intéressantes. Hein. Comme je dis, les decks émeraude, je pense qu'ils vont survoler quand même la méta ici, surtout le bleu-vert. À voir aussi bleu-gris et les decks chiens et tout, je crois qu'ils seront quand même encore là. À voir exactement à quel niveau ils seront dans la méta, mais en tout cas le bleu-vert, je pense que ça va être le deck de ce chapitre 10. Mais voilà. Mais de toute façon, je vais continuer à travailler un petit peu sur mon fameux deck qui pourrait un peu contrer ce bleu-vert. Et je vous ferai une vidéo dessus si jamais je vois qu'il fonctionne quand même. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur Instagram aussi également, YouTube et tout. Et voilà, on se dit à la prochaine pour... enfin la prochaine, à demain, hein, pour la suite des analyses. On passera aux rouges, aux cartes rouges. Les cartes rouges, je ne les ai pas encore trop regardées. J'avoue que je ne sais pas s'il y a spécialement un truc très intéressant. Mais j'ai hâte de voir ça, voir un peu si le rouge va pouvoir revenir dans la méta, parce que ça fait longtemps au final qu'on n'a plus vu des decks rouges forts, donc ce serait chouette. Des bisous tout le monde et à demain. Bonne fin de journée.